Bonjour, bienvenue sur le webinaire Employeurs, soyez déjà prêts. L'idée aujourd'hui, c'est d'échanger ensemble sur la rupture du contrat de travail et en particulier sur le licenciement économique. Parce qu'il faut se douter qu'en dépit de toutes les mesures prises par l'État pour soutenir actuellement l'activité économique pour les entreprises, cette crise sanitaire, elle va précipiter un certain nombre d'entreprises dans une situation très certainement difficile dans les prochaines semaines, voire les premiers mois, et donc va entraîner des réorganisations et des restructurations avec de lourdes conséquences sur les effectifs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous préparer à cette situation. Et donc, je vais laisser la parole très rapidement à Audrey Picard pour qu'elle puisse effectivement nous expliquer toute cette procédure à suivre, sachant que je veux vous rappeler aujourd'hui qu'en fait, ce webinaire se fera en deux parties. La première partie aujourd'hui sur tout ce qui est lié aux motifs, aux causes et aux conditions et à la mise en œuvre de ce licenciement économique. Et on se reverra la semaine prochaine pour une deuxième partie où là, en fait, on interviendra après le licenciement économique sur les obligations employeurs que vous avez après donc avoir licencié un de vos salariés et aussi sur toutes les autres possibilités, toutes les alternatives en fait au licenciement économique. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Audrey pour que nous puissions commencer maintenant le webinaire. Oui, merci Katia. Alors bonjour à tous et bienvenue donc, pour cette première partie consacrée au licenciement économique. Alors pour le moment, les entreprises sont sous perfusion. Et la question qui se pose, c'est est-ce que l'employeur va pouvoir garder tous ses salariés à l'avenir? Voilà. Alors, techniquement, je pense qu'il convient quand même d'avoir à l'esprit que lors de cet état d'urgence, qui est le nôtre maintenant, qui a été prononcé à nouveau, techniquement, les licenciements économiques ne sont pas interdits. Voilà. Contrairement, par exemple, à l'Espagne, en tout cas lors du premier confinement, alors maintenant, je ne suis pas certaine, mais lors du premier confinement, l'Espagne avait formellement interdit des licenciements économiques pendant une période déterminée. Ce que la France, par exemple, n'a pas du tout fait. Ceci étant, la France a permis d'avoir un dispositif que vous connaissez très bien puisqu'il a été mis en place dans de nombreuses entreprises, qui est l'activité partielle, et également des aides gouvernementales, tout ceci afin d'éviter les licenciements économiques. Mais techniquement, sachez-le, les licenciements économiques ne sont pas formellement interdits. Voilà. Alors, on va démarrer donc cette formation sur la première partie du licenciement économique. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Alors, ça ne fonctionne plus. Ouais. Alors, est-ce que vous voyez le support? Oui, on voit bien le support webinaire RH avec le titre qui et votre contact. Mais qui ne défile plus. Les aléas du webinaire. Je vais peut-être… Pourtant, on est bien là. Alors ça, c'était… il y a eu un problème technique. Alors, pour que le licenciement soit valable, il doit être, enfin, le licenciement économique, pour qu'il soit valable, il doit reposer sur une cause économique et un motif réel et sérieux. C'est la justification du licenciement économique. Et il doit emporter des conséquences précises sur l'emploi. C'est ce que nous aborderons donc à l'occasion de cette formation. Et bien évidemment, il y a des obligations qui restent à la charge de l'employeur et que l'employeur doit mettre en œuvre, telles que l'obligation de reclassement associée à l'obligation d'adaptation. Alors, s'agissant maintenant du motif économique. Alors, le motif économique, il doit être distingué d'un autre motif qui est celui inhérent à la personne du salarié.
En réalité, il existe deux types de licenciements, deux groupes de licenciements, dont celui que vous connaissez le plus, donc, qui appartient à la première catégorie, inhérent à la personne du salarié, le licenciement disciplinaire. Donc, vous avez une catégorie inhérent à la personne du salarié, qui est le cas du motif du licenciement disciplinaire. Vous avez également dans ce groupe de licenciement le licenciement pour inaptitude et vous avez également le licenciement pour insuffisance professionnelle. Là, en l'occurrence, la cause économique ne doit pas être inhérente à la personne du salarié, elle doit lui être étrangère. C'est en cela qu'on distingue bien le licenciement pour motif personnel du licenciement pour motif économique. Alors, vous le verrez, on le verra par la suite, il peut y avoir une dualité de motifs, et donc il s'agit de bien identifier à la base ce sur quoi va reposer le licenciement. Voilà. Les différents motifs économiques. Alors, aujourd'hui, il y a 4 causes qui ont été identifiées et qui sont codifiées, qui font partie maintenant qui ont été intégrées au Code du travail. Il s'agit des difficultés économiques, de la réorganisation de l'entreprise, du motif autonome de la cessation d'activité et un autre motif, les mutations technologiques. Alors, s'agissant des mutations technologiques, on ne s'y arrêtera pas lors de cette formation parce que les mutations technologiques, sauf preuve du contraire, ne sont pas liées à la pandémie actuelle. Alors que la pandémie peut engendrer différents autres motifs sur lesquels reposerait un licenciement économique, comme par exemple des difficultés économiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par difficulté économique? Ah oui, pardon, je fais une parenthèse. Les mutations technologiques, c'est un motif qui est souvent invoqué pour, par exemple, à l'appui lorsque l'employeur introduit un logiciel, ou un nouveau logiciel d'application, ou l'introduction d'une nouvelle technologie au sein de l'entreprise. Cela peut engendrer des suppressions de postes et donc le motif économique reposera sur les mutations technologiques. D'où ce motif n'a pas vraiment d'intérêt à être vu aujourd'hui. Alors, les difficultés économiques. Les difficultés économiques, il y a quelques années, elles n'étaient pas du tout précisées par le Code du travail, ce qui posait énormément de difficultés aux employeurs parce qu'on faisait preuve d'imagination et surtout, on ne savait pas du tout ce que les tribunaux allaient retenir. Aujourd'hui, ce sont des données comptables qui sont mentionnées par le Code du travail et qui sont claires. Alors, quelles sont-elles ? Je fais une parenthèse parce qu'aujourd'hui, nous avons convié donc, à cet atelier des entreprises disposant de moins de 50 salariés. Donc, les données comptables, par exemple, sont celles qui concernent les entreprises entre 11 et 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, d'autres données s'appliquent. Alors, qu'est-ce qui se passe entre 11 et 50 salariés? Entre 11 et 50 salariés, le licenciement économique peut trouver sa cause dans une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires. C'est une des causes donc, du licenciement économique. Mais vous pouvez également avoir une perte d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. Ça, c'est ce que dit le Code du travail. Il faut savoir aussi que le Code du travail continue en disant que toute autre difficulté économique peut également être prise en compte. Donc, ce sont des indices qui permettent de révéler les difficultés économiques. Alors, entre 11 et 50 salariés, il s'agit d'une baisse au moins égale à 2 trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente. Alors, évidemment, rapproché au cas de la pandémie aujourd'hui, bon, il est fort probable qu'un chiffre d'affaires en chute libre dû au Covid, par exemple, il est fort probable que les tribunaux retiennent donc ce motif comme cause réelle et sérieuse de licenciement. De la même manière que la perte, par exemple, de marché ou une baisse relative aux commandes, voilà, à vos commandes.
La réorganisation de l'entreprise. Donc, c'est un des deuxièmes motifs. Vous avez vu les difficultés économiques qui peuvent être invoquées. Il y a également donc la réorganisation de l'entreprise. Alors, la réorganisation de l'entreprise, qu'est-ce que c'est? Une réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou pour les entreprises qui appartiennent à un groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Alors, la réorganisation de l'entreprise, elle sous-tend l'idée d'une sauvegarde de la compétitivité. Et même, je dirais même plus, elle est liée à la sauvegarde, à cette notion de sauvegarde de la compétitivité. D'où des difficultés quand on fait appel à ce motif, parce qu'il s'agit finalement de prévenir des difficultés à l'avenir. Alors, si je vous avais en face de moi, vous me direz, mais à quel moment s'apprécie dans ce cas-là la cause économique de licenciement? Alors, la cause économique de licenciement, elle s'apprécie bien évidemment au moment du licenciement, puisque le choix du motif doit se faire à l'origine. Simplement, si l'entreprise rencontre des difficultés économiques, bien évidemment, vous serez sur le premier motif, à savoir les difficultés économiques. Si elle ne rencontre pas de difficultés économiques, mais néanmoins, elle peut en rencontrer à l'avenir. À ce moment-là, on sera plutôt sur le terrain d'une réorganisation. Voyez, donc, c'est une anticipation de difficultés à venir. Alors, pour prouver ces difficultés à l'avenir, il va falloir prouver que ces futures difficultés sont liées, par exemple, à l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché qui menaceraient la compétitivité. Enfin, c'est même pas menaceraient, qui vont menacer, parce que menacerait étant encore hypothétique puisqu'au conditionnel, qui menaceraient la compétitivité avec des données bien évidemment objectives, et on le verra dans le cadre de la procédure de licenciement, ou bien, par exemple, également la perte de marché. Voilà. Donc, il s'agit de bien motiver ce motif de recours. Et alors, attention, ça c'est ce que font beaucoup d'étrangers, pas forcément les Français, mais j'ai quand même eu ce genre de questions. L'entreprise ne peut pas se fonder sur une absence de rentabilité d'un poste pour licencier un salarié. Donc, l'absence de rentabilité n'est pas un motif réel et sérieux de licenciement. La recherche de profit, voyez, n'est pas un motif pouvant justifier le recours à ce licenciement, voilà, pour motif économique. Vous avez également donc la cessation d'activité de l'entreprise. Alors, la cessation d'activité de l'entreprise, il s'agit d'un motif autonome de licenciement économique. Et pour avoir recours à cette cause de licenciement, 3 paramètres cumulatifs doivent être pris en compte. La cessation d'activité doit être totale, elle doit être définitive, et il doit y avoir une absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur. Alors, généralement, appliqué aujourd'hui à la pandémie, dans quelle mesure cette cessation d'activité pourrait intervenir? Alors, à mon sens, et d'ailleurs, les sociétés qui m'ont interrogée sont plutôt des groupes de sociétés. C'est-à-dire que parce que la cessation d'activité, elle est totale et elle est définitive, elle concerne l'entreprise dans son ensemble et elle ne doit pas concerner, par exemple, un secteur d'activité ou un département. Donc, si vous avez une seule et même entreprise, ça veut dire que c'est la fermeture de cette entreprise. Or, à mon sens, la fermeture de cette entreprise n'interviendrait en cette période que s'il y a un état de cessation des paiements. Autrement dit, même si on n'utilise plus cette expression maintenant juridiquement, mais en cas de dépôt de bilan qui amènerait la société à complètement donc fermer. Mais on ne serait pas sur donc ce motif-là, puisque
nous serons dans le domaine là, des procédures collectives. Donc, je fais une aparté, hein, je ferme cette parenthèse. Alors, en réalité, la cessation d'activité de l'entreprise interviendrait au niveau, par exemple, d'une des entités du groupe, comme par exemple une filiale. D'où d'ailleurs l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir, par exemple, une faute de gestion qui peut être reprochée par la suite à l'employeur ayant conduit à la cessation d'activité. Également, au niveau des groupes, c'est ce que j'ai déjà préconisé. Attention, en fait, alors je ne pense pas dans ce cadre-là, sauf si Katia m'arrête, je ne pense pas que nous ayons des groupes de société. Hein. Voilà. Alors, juste pour votre information, pour avoir une idée de ce que pourrait représenter la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, en matière de groupe de société, il ne s'agit pas d'organiser une insolvabilité, par exemple, de la filiale pour permettre de fermer une entité. Souvent, les sociétés étrangères posent la question en ce moment, et continuer avec les autres sociétés du groupe. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur la cessation d'activité de l'entreprise. Alors, juste peut-être pour votre information, sachez que la cessation d'activité de l'entreprise, c'est un motif quand même qui est original dans la mesure où il a été consacré que très récemment dans la législation du travail. Et auparavant, il était uniquement invoqué devant les tribunaux par le recours à notre fameuse jurisprudence. Voilà. Et son origine trouve en fait la cessation d'activité pour des entreprises, mais à l'origine pour les artisans dans les années 2000. Voilà. Et c'est comme ça que ce motif de recours a vu le jour. Donc, il est quand même très spécifique et autonome, quand bien même aujourd'hui, il aurait été codifié, quoi. Alors, pour être une cause réelle et sérieuse de licenciement, le motif, le recours à ce type de licenciement et le motif économique doit avoir, pour être valable, doit avoir des conséquences sur l'emploi. Alors, dit comme ça, c'est assez simple, mais la suppression de poste fait souvent parler d'elle. Alors, la cause économique doit entraîner obligatoirement soit une suppression de poste, soit une transformation d'emploi, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail du salarié qui aurait été refusé par la suite par le salarié. Alors, la transformation d'emploi, je passe sur cette conséquence-là parce que la transformation d'emploi est liée à la cause économique de mutation technologique. C'est-à-dire que par l'introduction d'une nouvelle technologie au sein de l'entreprise, l'emploi est transformé. Voilà. Et d'où il résulte d'une transformation d'emploi lorsqu'on met en œuvre cette cause en fait, de licenciement. Sur la suppression de postes, c'est là où je vais m'arrêter quelques minutes, elle pose souvent des difficultés parce que la majorité des employeurs, alors soit ils oublient, soit ils commettent souvent une confusion entre suppression de personnes et suppression de postes. Un licenciement économique entraîne obligatoirement une suppression de postes. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'une suppression de personnes. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, vous avez un poste de secrétaire au service commercial. Et donc, l'employeur va dire, bon, ce poste-là de secrétaire, nous avons Madame Bertrand
qui est secrétaire donc de ce département. Et donc, ce poste-là, enfin, cette personne, nous souhaitons en fait licencier cette personne-là, puisque ce poste-là n'existera plus. Alors, déjà, premièrement, il faut vraiment que ce poste soit supprimé. C'est-à-dire qu'il doit entraîner la disparition du poste du salarié. Alors, ça peut être une disparition pure et simple des tâches constituant l'emploi. Donc, dans l'exemple par exemple de cette secrétaire, c'est la disparition totale de ces tâches administratives au sein du département commercial et de ces tâches administratives de secrétariat. Mais il peut s'agir aussi d'une nouvelle répartition des tâches entre les salariés. C'est-à-dire que ces tâches-là pourront être effectuées, alors dans les tâches de secrétariat, encore faut-il qu'il y ait que le département, qu'au sein de ce département, il y ait des activités, vous voyez, similaires, où les salariés pourraient reprendre le travail de la salariée licenciée. Ou bien l'attribution de ces tâches, ça arrive quasiment jamais, soit attribuée à des bénévoles. Il n'y a que dans ces trois types de cas que l'on considère que l'emploi est supprimé. Alors, je reprends l'exemple de la secrétaire. Souvent, l'employeur va dire, voilà, madame, par exemple, Bertrand va être licencié, monsieur Durand au poste de commercial va être licencié, etc., etc. Et là, lorsque nous, en fait, on intervient souvent, on leur dit attention, parce que vous êtes en train de me parler d'une personne. Et là, il doit s'agir d'un poste. Donc, alors, la première question déjà à se poser, c'est est-ce qu'il va y avoir vraiment la disparition, par exemple, des tâches? C'est ce qu'on vient de voir. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on va supprimer cet emploi que forcément c'est cette personne qui est liée à cet emploi, mais qui va partir. Et généralement, on s'aperçoit dans des licenciements économiques, surtout les grands licenciements économiques, que ce n'est pas forcément les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes que l'employeur veut voir partir, qui partent. Pourquoi ? Parce que, on le verra tout à l'heure, mais il y a un ordre des licenciements. Un ordre des licenciements qui repose sur des critères. Et donc, c'est la raison pour laquelle la suppression d'emplois est différente de la suppression de personnes. Si vous avez, je reprends l'exemple de cette secrétaire. Cette secrétaire, donc, qui est secrétaire d'un département commercial, le poste va être supprimé. Mais si elle a les compétences, la qualification et que dans l'ordre, surtout qu'on verra par la suite de l'ordre des critères de licenciement, elle est privilégiée par rapport à d'autres salariés, alors ça produira quel effet ? Eh bien, ça produira l'effet suivant, c'est qu'elle prendra le poste d'un autre salarié présent donc, au sein de l'entreprise et que c'est ce salarié-là qui partira. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, mais ce n'est pas bien grave parce qu'on reviendra sur cette notion de suppression d'emploi avec l'ordre des licenciements. Toujours est-il qu'il convient de bien avoir à l'esprit que ce poste, donc par exemple de secrétaire, c'est celui qui sera supprimé et que cette suppression d'emploi ne conduira pas forcément à Madame Bertrand, pour reprendre mon exemple, ne conduira pas forcément au licenciement économique de Madame Bertrand. Voilà, qui conduira peut-être au licenciement économique de Monsieur X appartenant à un poste similaire dans un autre département. Voilà ce qu'on peut dire à peu près de la suppression d'emploi. Alors, transformation de l'emploi, je vous l'ai dit, on ne l'abordera pas. Modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusé par le salarié. Alors, comme certainement vous le savez, la modification d'un élément essentiel conduit donc obligatoirement à ce que le salarié donne son accord et se matérialise généralement par un avenant au contrat de travail. Alors, lorsque cet élément essentiel, comme par exemple la modification du poste d'un salarié ou des tâches qui lui incombaient jusqu'à présent,
qui ne relèverait pas forcément de sa qualification ou de son expérience professionnelle d'une manière générale. À ce moment-là, on va parler de modification du contrat de travail si cette modification repose sur une cause économique, c'est-à-dire, je reviens à ce qu'on disait, ce que je disais au départ, les difficultés économiques, la réorganisation ou les mutations technologiques qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Si la cause économique repose sur l'un de ces motifs, la modification du contrat de travail, dans ce cas-là, sera une modification économique du contrat de travail. Et si le salarié refuse cette modification, à ce moment-là, il en découlera un licenciement pour motif économique. Voilà. Donc, attention, pour avoir recours à ce type de mesure, un motif économique au départ est nécessaire. Alors, vous avez quelques illustrations ici de suppression de postes. Par exemple, le licenciement repose sur un motif économique dès lors que le poste de la salariée, attendez, excusez-moi, a été supprimé et qu'elle n'a pas été remplacée. Un autre exemple, le poste de directeur des affaires internationales d'une société mère est supprimé lorsque les tâches afférentes à son poste sont attribuées à chacun des directeurs des filiales de la société mère. Bon, c'est un exemple, là, il s'agit d'un groupe de sociétés, mais on peut très bien le rapporter à une entreprise de moins de 50 salariés lorsque les tâches sont redistribuées à d'autres salariés effectuant les mêmes activités ou appartenant à un même groupe ou à un même département ou à un même service. En revanche, il n'y a pas de suppression d'emploi lorsque le salarié est remplacé sur le poste après son licenciement. Alors, là aussi, cette suppression d'emploi engendre quelques difficultés parce que nous avons eu certaines de nos entreprises, donc des employés de nos clientes entreprises, qui nous posaient la question suivante, a posteriori. Donc, telle personne était concernée par le licenciement à la suite des postes, la suppression de postes, et après avoir pris en compte les critères d'ordre de licenciement. Et puis, on nous disait, voilà, donc ce poste-là va être supprimé. Alors, effectivement, sur le papier, il était vraiment supprimé. On le verra dans la procédure, la manière dont tout ceci se matérialise. Et puis, on se disait, le licenciement économique, le licenciement des salariés concernés va produire ses effets. Et au moment du licenciement des salariés concernés, nous nous apercevions que dans le cadre, par exemple, d'une réorganisation, d'un changement de direction, eh bien, des nouveaux postes étaient créés avec des job descriptions qui étaient similaires aux postes supprimés. Alors, attention à ne pas tomber dans la fraude, parce que toujours est-il que quand bien même on sait qu'en droit du travail, quand bien même l'intitulé du poste est changeant ou bien ne reflète pas réellement les activités, enfin les tâches qui sont attribuées aux salariés et qu'il effectue, la réalité est que on va retenir les tâches qui sont réellement effectuées par le salarié et pas forcément ce qui est écrit sur le contrat de travail ou dans la job description. Alors, je reprends donc mon exemple. Par exemple, enfin un exemple beaucoup plus. Je reprends l'exemple de nos clients, mais avec un exemple précis. Nous avions là récemment un poste de l'équivalent de chargé de communication avec la relation presse, etc. Donc, suppression de ce poste. Et il n'y avait qu'un seul poste avec un seul salarié. Donc, ça n'a pas été bien difficile. Et avant de procéder au licenciement de la salariée,
en question. L'employeur est en train de se réorganiser puisqu'une nouvelle équipe de direction venait de prendre la place. Et donc là, on nous adresse les nouvelles job descriptions avec les nouveaux postes, avec un poste de chargé de communication. Alors, à notre grande surprise, on dit, mais alors là, attention, parce qu'on est en train de procéder au licenciement d'une des salariés, et puis vous êtes en train de créer parallèlement un poste de chargé de communication. Alors, on nous dit, ah non, mais ce n'est pas le même poste. Oui, alors effectivement, relations presse ou relations extérieures et communication, l'intitulé n'est pas exactement le même, mais quand on regarde la job description, bon, bah, vous aviez beau prendre des synonymes pour définir des tâches du salarié différentes, il s'agit juste de synonymes, mais concrètement, il s'agit du même poste. Alors là, attention, parce que dans ce cas-là, les tribunaux, si un contentieux s'avérait par la suite, il ne serait pas considéré, ce poste ne serait pas considéré comme avoir été supprimé, puisque par la suite, il aurait été remplacé. Voilà ce qu'on peut dire sur les illustrations. Comme je l'évoquais tout à l'heure, le motif économique donc, ne doit pas reposer sur, par exemple, le comportement du salarié. Il doit lui être complètement étranger, puisque le recours au motif économique est une donnée objective. Alors, face à la pluralité des causes de licenciement, on va rechercher la cause déterminante du licenciement. La première, ou celle qui pourrait être à l'origine, en tout cas, qui va le devenir du licenciement. Par exemple, un salarié qui aurait été déclaré inapte à la suite d'une transformation de son emploi, relèvera dans ce cas du domaine du licenciement pour motif économique. Et en aucun cas, il s'agira d'un licenciement pour inaptitude, donc la première catégorie inhérente à la personne du salarié. Alors, les juges recherchent souvent si il n'y a pas eu une mésentente, par exemple un différend préexistant avec l'employeur, ou alors tout simplement que le motif économique, et inversement, est un motif fallacieux. Donc, on a aussi des licenciements pour motifs disciplinaires ou insuffisance professionnelle, donc inhérents à la personne du salarié, où devant les tribunaux, le salarié argue d'un motif fallacieux et difficulté économique, et ça lui a permis d'échapper aux règles, on va le voir par la suite, du licenciement économique, qui sont beaucoup plus lourdes en règle générale. Voilà, donc attention à ce que le motif économique ne masque pas une raison personnelle, et inversement, auquel cas le licenciement pourrait être qualifié comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors, la deuxième partie donc, de cette première formation repose sur les procédures de licenciement économique. Alors, les procédures de licenciement économique sont différentes selon l'ampleur du licenciement et l'effectif de l'entreprise. L'employeur qui souhaite licencier pour motif économique est tenu, en effet, de respecter les procédures qui sont fixées par le Code du travail et de les respecter vraiment scrupuleusement. Alors, elles sont plus ou moins complexes et elles engendrent parfois beaucoup plus d'obligations pour l'employeur en fonction de l'amplitude de ce licenciement. Plus le licenciement va reposer sur un nombre important en fait, de salariés, plus les obligations de l'employeur vont être importantes. Alors, on distingue pour les entreprises de moins de 50 salariés deux types de licenciements. La procédure des petits licenciements,
qui sont de 2 à 9 salariés, et une autre procédure qu'on appelle les grands licenciements à partir de 10 salariés, et donc de 10 à 49 salariés. Le nombre de salariés à prendre en compte s'apprécie sur une période de 30 jours. Hein. C'est ce seuil donc s'apprécie sur une période bien déterminée, en l'occurrence de 30 jours. Alors, la procédure de licenciement, elle est importante parce que selon si vous vous trouvez dans les petits licenciements, dans les grands licenciements ou bien dans un licenciement individuel, on va voir hein, chaque licenciement après, vos engagements et votre réflexion de démarrage, parce que les petits et les grands licenciements engendrent quand même à adopter des stratégies, généralement pour l'employeur. Eh bien, l'employeur aura à adopter des postures et des obligations différentes, quand bien même vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés. Alors, je m'explique. Par exemple, pour les entreprises de plus de 50 salariés, lorsqu'il s'agit de grands licenciements, on va tomber dans ce qu'on appelle les plans de sauvegarde de l'emploi, les fameux PSE, que vous entendez, on entend souvent parler aujourd'hui dans les journaux. Alors, bien que les entreprises, lorsque une entreprise a moins de 50 salariés, donc de 1 jusqu'à 49 salariés, ne soit pas soumise à cette obligation d'établir un PSE, puisque cela concerne que les entreprises, les grandes entreprises, quand bien même un certain nombre d'obligations s'imposent à l'employeur, surtout s'agissant des grands licenciements, et les mesures sociales qui sont adoptées dans le cadre d'un PSE peuvent être en fait retranscrites de manière beaucoup plus simplifiée, hein, mais peuvent être retranscrites et surtout prévues dans les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre de ce licenciement économique. Alors, le premier licenciement, le licenciement individuel. Alors, le licenciement individuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne repose que sur un salarié. Alors, à partir de 2 salariés, il s'agit d'un licenciement collectif. Le licenciement individuel, donc, il s'agit juste d'un seul salarié. Alors, il s'agit d'un licenciement très simplifié, à l'instar un peu d'un licenciement disciplinaire, par exemple. La procédure est simple à mettre en œuvre. Donc, il s'agit de convoquer le salarié à un entretien préalable à un licenciement, et puis ensuite de lui adresser une lettre de licenciement. Et une fois que ce processus est terminé, il y aura une notification à l'administration donc du licenciement économique individuel. Alors, ce licenciement, donc oui, je voulais vous dire également que pour un licenciement individuel, il n'y a pas nécessité à consulter le CSE. Certaines entreprises le font pour des raisons stratégiques, mais en tout cas, sachez-le, pour un licenciement individuel, cette consultation n'est pas obligatoire. Le licenciement économique individuel peut parfois amener à faire réfléchir l'employeur, justement parce que le CSE n'est pas consulté. Alors, on privilégiera par exemple cette piste en essayant de trouver d'autres alternatives au licenciement économique. On verra lors de la deuxième formation, donc la semaine prochaine, pour éviter de tomber dans le licenciement collectif à partir de 2 salariés, qui engendre des obligations plus ou moins lourdes hein, selon l'ampleur du licenciement à l'égard de l'employeur. Ici, la notification à l'administration est une simple formalité.
parce que, on va le voir par la suite, le licenciement économique, surtout lorsqu'il est collectif, est en fait engendre une forme de relation tripartite entre l'employeur, l'administration, qui a un véritable rôle ou pas, selon l'ampleur du licenciement, et le rôle du CSE. Et ce sont ces 3 intervenants qui vont avoir une grande importance, ou pas d'ailleurs, lorsqu'il s'agira de négociations avec le CSE. Ici, le rôle de l'administration est elle jouera purement un rôle informatif. C'est-à-dire que l'employeur adressera le projet pas le projet, mais le licenciement à l'administration, et il s'agira juste de donner des informations relatives à, par exemple, à l'identité de l'employeur, à l'identité du salarié et au poste concerné. Voilà, ça ne va pas aller plus loin. L'objectif de cette information pour l'administration est surtout un objectif statistique, c'est-à-dire pour recenser les licenciements économiques. Et également, on peut considérer que l'administration a aussi un autre objectif, pas de contrôle de ce licenciement-là, mais elle contrôle le seuil des licenciements. Donc, ces fameux seuils de 2 à 9 salariés, 10 salariés. Mais son rôle dans le licenciement individuel n'interviendra en réalité, c'est surtout pour les plus grosses entreprises de plus de 50 salariés, pour savoir si dans une période au-delà des fameux 30 jours, est-ce qu'un licenciement individuel ne porte pas le seuil des salariés au-delà duquel un plan de sauvegarde de l'emploi est obligatoire. Voilà. Et donc, c'est surtout pour les plus grosses entreprises de plus de 50 salariés de s'assurer du respect des seuils. Voilà. Donc, le rôle de l'administration, je pense que vous l'avez bien compris, est quasiment inexistant pour les entreprises de moins de 50 salariés s'agissant d'un licenciement économique individuel. Alors, je vais vous interrompre, Audrey. Il y a une question, en fait. Comme ça, je fais l'aparté. Je fais un aparté entre les deux. Il y a une question. Les 2 types de licenciements. Oui. Une question de Sandrine, qui intervient dans le secteur du BTP. Et donc, il y a une question, je vous la lis. Le décompte des ruptures sur la période des 30 jours permettant de définir la procédure à suivre concerne-t-il également les ruptures conventionnelles? Alors, ça, je propose qu'on l'aborde lors des alternatives au licenciement. Donc la semaine prochaine. D'accord. Je garde la question à l'esprit. Voilà, tout à fait. Ça sera peut-être plus clair pour tout le monde lorsqu'on aura abordé les ruptures conventionnelles, et on fera effectivement un petit topo sur les ruptures conventionnelles et les licenciements économiques. Une autre question? Non, on ne voit pas. Pas de nouvelles questions. Pas de nouvelles questions. Très bien. Alors, le licenciement collectif est celui qui porte sur 2 à 49 salariés. Et comme on l'a vu précédemment, alors attendez que je retrouve, voilà. Il peut s'agir donc d'un petit licenciement ou d'un grand licenciement. Donc, de 2 à 9 salariés, petit licenciement, ou de 10 à 49 salariés, d'un grand licenciement. Dans les 2 cas, qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand licenciement, la consultation du CSE, donc du Comité social et économique, est obligatoire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que selon l'ampleur du licenciement, donc souvent dans le cadre d'un grand licenciement, mais ce n'est pas à négliger aussi dans le cadre d'un petit licenciement, c'est là que va s'instaurer un véritable rapport de force entre le CSE et l'employeur. Alors, le CSE a un véritable pouvoir de nuisance en la matière, et il use d'ailleurs de différents moyens, et exerce des pressions sur l'employeur pour arriver à ses fins.
Alors, d'où l'intérêt vraiment, parce que c'est la faute de beaucoup d'employeurs, parce qu'ils veulent aller vite. C'est toujours ça, les licenciements économiques, il faut aller très très vite. Et les membres du CSE connaissent bien ce paramètre-là et vont tout faire pour ralentir en fait ce processus. C'est une tactique pour négocier des contreparties, par exemple des mesures sociales, on va en évoquer quelques-unes. Enfin, en tout cas, négocier un certain nombre de points avec l'employeur. Alors là où c'est intéressant, c'est que plus l'administration va avoir un rôle important à jouer dans le processus de licenciement, plus il va y avoir de la part du CSE une marge de manœuvre importante pour négocier. Parce qu'il y aura toujours de toute façon l'épée Damoclès au-dessus de la tête de l'employeur du rôle de l'administration. Là, en l'occurrence, c'est de la directe. Alors, vous l'avez bien compris, plus l'ampleur du licenciement va être importante, donc surtout s'agissant des salariés du seuil de 11 à 49 salariés, plus les moyens de pression de la part du CSE vont être importants. Alors, que se passe-t-il lors de la consultation avec le CSE ? L'employeur a l'obligation de transmettre le projet de licenciement au CSE. En pratique, il s'agit d'une note d'information. La loi parle donc de définir le projet de licenciement. En pratique, l'employeur adressera au CSE, donc quelques jours avant la tenue de la première réunion, la loi n'impose pas le fameux délai de 3 jours pour de convocation avant la première réunion, contrairement aux entreprises de plus de 50 salariés. Néanmoins, en pratique, on applique souvent ce délai qui est un délai raisonnable. Alors, cette note d'information, elle va détailler le projet de licenciement, c'est-à-dire les motifs économiques et qui sont souvent détaillés dans le cadre des difficultés économiques par des motifs financiers, puisque maintenant, vous avez des données comptables bien précises qu'on a évoquées tout à l'heure. Le nombre de salariés visés, pas le nom des personnes, parce que vous vous rappelez, il s'agit de suppression justement de postes et pas de personnes. Les catégories professionnelles concernées. Donc, on reviendra sur ce que c'est qu'une catégorie professionnelle. Le calendrier prévisionnel des licenciements, il s'agit juste en fait de J+1, J+7, J+21, selon qu'on se trouve dans le petit licenciement ou dans le grand licenciement, parce que les délais sont différents, et les mesures de nature économique envisagées. Alors là, je m'arrête quelques instants sur les mesures de nature économique envisagées, les mesures sociales, parce que c'est celles qui vont souvent faire parler d'elles. C'est-à-dire que l'employeur va dire, bon voilà, je vais procéder au licenciement de tant de salariés. Donc, par exemple, si on est on va dire à 15, on va procéder aux 15 licenciements. Et là, il va dire, qu'est-ce que ça va me coûter? Alors, indépendamment du risque prud'homal qu'on évoquera d'ailleurs lors de la deuxième formation. Alors, qu'est-ce que ça va me coûter? Alors, à ce moment-là, je vous invite à vous rapprocher de vos conventions collectives qui prévoient, attention, certaines conventions collectives prévoient des indemnités légales de licenciement, parfois spécifiques, lorsqu'il s'agit d'un motif économique. Parfois non. C'est lorsque la convention collective ne prévoit rien et qu'il n'existe aucun accord collectif d'entreprise en la matière, à ce moment-là, il s'agit de l'indemnité légale, l'indemnité soit résultant de la convention collective, soit de l'indemnité légale de licenciement. Donc ça, c'est le basique. Donc simplement, l'employeur nous dit souvent, voilà, nous on a fait nos calculs, on a 15 salariés et donc ça va nous coûter tant par salarié. Voilà, c'est le minimum conventionnel de résultant de ces licenciements. Et là, on leur dit, attention,
Parce que quand bien même vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés et donc vous n'avez pas l'obligation d'élaboration d'un PSE, néanmoins, pour les grands licenciements, il s'agit d'une forme de PSE. C'est-à-dire qu'il ne répond pas au formalisme du PSE, ni à l'homologation par l'administration, parce que pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a un rôle très intrusif de l'administration et qui va bien plus loin. Il y a une véritable dualité par la suite de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. Vous voyez, et l'administration a vraiment un poids énorme parce qu'elle peut refuser l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, pour les entreprises de moins de 50 salariés, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais il y a un rôle quand même de l'administration, surtout pour les grands licenciements, où l'administration a un rôle de vérification. Elle va vérifier si la procédure de licenciement économique a été respectée. Et dans son rôle en fait de vérification, elle peut très bien, d'ailleurs il y a des délais à respecter, et l'administration peut très bien adresser des observations à l'employeur et dont il est fortement recommandé d'y répondre. Voilà. Et alors, parenthèse fermée sur ce rôle de l'administration, j'en reviens sur les mesures de nature économique envisagées, les mesures de nature économique ou sociale, d'ailleurs, envisagées. Quand bien même on ne se retrouve pas ici dans le cadre donc d'une obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi, il y a certaines mesures que l'employeur devra prendre en compte en dehors du minimum de l'indemnité donc résultant de la convention collective ou de la loi pour le licenciement. À défaut, surtout pour les grands licenciements, il va se heurter à une pression beaucoup plus importante du CSE. Alors, ces mesures sociales sont les mesures en matière, par exemple, de reclassement interne. On verra, ça relève d'une obligation de l'employeur. Il y a également des mesures de reclassement, ce qu'on appelle externe. Donc, la mesure de reclassement interne, il s'agit de reclasser à l'intérieur de l'entreprise le salarié. Mais vous avez aussi des mesures de reclassement externe qui ont lieu après le licenciement et qui visent à tempérer les conséquences devenues inéluctables. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, l'employeur peut avoir recours à des sociétés, par exemple, de outplacement, ce genre de choses. Ça veut dire aussi que dans les mesures d'accompagnement, on va accompagner certains salariés les plus démunis, les plus âgés, à des formations spécifiques. Donc, l'employeur va réserver un budget précis pour ce type de salariés. Ça veut dire également que plus le licenciement, je ne parle pas pour les petits licenciements parce qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie vraiment de mesures sociales d'accompagnement, mais parce que le rôle d'ailleurs de l'administration n'est pas aussi impactant que dans les grands licenciements. Ceci étant, le rôle de l'employeur dans le cadre de ces mesures, parfois peut aller jusqu'à des compensations financières. C'est-à-dire qu'au-delà du minimum de l'indemnité résultant de la convention collective ou de la loi, l'employeur peut offrir, à l'instar de ce qui serait présenté dans un PSE, des mesures de compensation financière. C'est tout cela qu'on appelle mesures de nature économique envisagée ou nature sociale. Donc, recherche de reclassement, interne, externe, aide à la formation, aide également en compensation financière. Est-ce que les salariés qui pourraient retrouver un emploi seraient… alors bon, en Île-de-France, ça ne pose pas réellement de problème parce que sur le marché du travail, les salariés retrouvent peut-être plus facilement du travail que certains secteurs d'activité en province. Mais en province, vous avez des employeurs qui ont des sociétés donc, en Île-de-France et puis des filiales en province, où on a prévu, dans le cadre de mesures d'accompagnement économique, des compensations financières à la mobilité.
c'est-à-dire que pour inciter le salarié à retrouver de l'emploi. Donc, par exemple, un salarié qui habiterait dans le sud de la France, qui trouverait un emploi en région parisienne, l'employeur, quand bien même, ça ne serait pas le même employeur, mais l'employeur offrait, par exemple, le déménagement, ou c'est plutôt pour les grosses entreprises ou les banques à un moment donné, qui offrait une sorte de pack de mobilité, voyez. Alors, tout ça pour dire que le licenciement collectif des salariés peut s'avérer complexe. Et d'où l'utilité de vraiment bien le préparer en amont. En fait, un licenciement ne se prépare pas au compte-gouttes. Il convient de vraiment le préparer en amont pour anticiper tous les coûts que l'employeur va recevoir du CSE. Et surtout pouvoir faire passer son plan de licenciement, quand bien même il ne s'agirait pas d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, la question se pose de savoir si il y aurait une ou plusieurs réunions avec le CSE. La loi pour les petits licenciements ne prévoit pas la tenue de plusieurs réunions. Elle prévoit la tenue d'une seule réunion. Attention à vos conventions collectives. Et d'une manière générale, attention à vos conventions collectives sur d'autres obligations. Par exemple, j'ai eu affaire à certaines conventions collectives où, quand bien même l'entreprise comptait moins de 50 salariés, ils avaient l'obligation, si le CSE le demandait, d'avoir recours à un expert comptable. Alors, je vous explique. Pour les grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE peut demander le recours à une expertise comptable. Alors, ça implique généralement, ils savent très bien le faire, et c'est un moyen aussi de pression, souvent une tactique du CSE. Parfois, c'est justifié, parfois pas, parce que d'autant plus qu'ils gagnent du temps, et donc ça a un impact donc, sur l'entreprise qui veut aller vite. Et ça leur permet de négocier beaucoup plus parce qu'ils auront des données comptables plus objectives. Et il y a une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième réunion, enfin selon les conventions collectives, qui est organisée parce qu'il y a un recours à l'expertise comptable. Voilà. Alors attention à ce que prévoient vos conventions collectives. Donc, si votre convention collective ne prévoit pas la tenue de plusieurs réunions, à ce moment-là, rien n'empêche à l'employeur de tenir une seule réunion. Mais alors là, que se passe-t-il? Généralement, les réunions entre l'employeur et le CSE, il y a des explications de l'employeur donc sur le projet de licenciement économique collectif. D'où l'intérêt d'avoir au préalable adressé cette fameuse note d'information détaillant le projet de licenciement. S'ensuit alors, en tout cas, il est censé s'en suivre un échange de points de vue. Alors, c'est un échange, j'insiste bien sur l'échange, et ce n'est pas, en fait, cette réunion n'est pas unilatérale. Elle ne doit pas avoir pour objet de retranscrire la position de l'employeur. Il s'agit d'un véritable échange de points de vue entre le CSE et l'employeur sur le projet de licenciement économique collectif. Et donc, à cet égard, l'employeur va poser un certain nombre, le CSE va poser un certain nombre de questions. Et c'est là où on peut se poser, c'est là où justement la question se pose. Est-ce qu'à ce stade-là, le CSE s'estime suffisamment informé, ou est-ce qu'il a encore besoin de questions complémentaires, vous voyez? Si la réponse est oui, s'il a encore besoin de questions complémentaires, en pratique, une deuxième réunion est tenue. Et si l'employeur n'abonde pas en ce sens, ça durcit les relations et ça crée des tensions avec le CSE. Sachant que le CSE, lui, il est là pour gonfler toutes les opportunités qui pourraient être envisagées vis-à-vis des salariés, jusqu'à envisager des mesures financières complémentaires, voilà, pour les grands licenciements. Alors, pour un employeur, il est intéressant d'avoir à l'esprit que
l'avis du CSE n'engage que lui. À l'issue donc de la première réunion ou de la seconde réunion, s'il y en a une deuxième, il s'agit d'une consultation et pas d'une information. Donc le CSE rendra un avis positif, rarement, négatif ou neutre. Voilà. Généralement, il rend, dans la majorité des cas, un avis négatif. Donc l'employeur, ce qui n'empêche pas l'employeur de poursuivre la procédure. Simplement, il aura un avis négatif du CSE. Alors, un avis négatif, ça ne pose pas vraiment de difficulté. Ce qui est intéressant, c'est le débat qui a été mené et surtout, lorsqu'il rend son avis, c'est qu'on arrive à la fin de la procédure et à la fin de la procédure de consultation avec le CSE et la procédure peut se poursuivre. Parce qu'en réalité, le CSE va jouer un rôle tellement important et va dans son rôle de négociation qu'il est possible que l'employeur soit bloqué, alors beaucoup moins qu'auparavant, dans sa procédure de licenciement. Pourquoi beaucoup moins qu'auparavant ? Auparavant, il y avait des astuces qui permettaient en fait au CSE à agir devant les tribunaux en formation d'urgence, donc ce qu'on appelle la formation des référés, qui avait un but très tactique, c'était de bloquer la procédure de licenciement économique. Alors, elle invoquait, le CSE, à l'époque, donc les représentants du personnel, invoquaient souvent le fait qu'il n'y avait pas de contrepartie suffisante. Ce que j'évoquais tout à l'heure, les mesures sociales ou économiques envisagées pour éviter ou pour accompagner le licenciement. Alors, ils invoquaient devant cette juridiction le fait qu'il n'y avait pas de contrepartie suffisante, de moyens suffisants et que donc le licenciement allait être injustifié, mais surtout qu'il n'y avait pas pour le moment de contrepartie suffisante. Cette procédure n'est plus possible. Il existe d'autres procédures, mais cette procédure n'est plus possible, ou du moins, il n'est plus possible d'une manière générale de venir mettre un frein à la procédure de licenciement. Voilà. Parce qu'auparavant, dès qu'une juridiction était saisie, la procédure était suspendue. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arrêt de la procédure, elle suit son cours, mais vous avez quand même une grande marge de manœuvre qui est laissée au CSE qui va jouer de certains moyens pour arriver à ses fins. Voilà. Dans les petits licenciements, c'est-à-dire ceux compris entre 2 et 9 salariés, le rôle du CSE est important, mais il est moins important que les grands licenciements parce que le rôle de l'administration, s'agissant des petits licenciements, n'a pas une importance primordiale. Pour les grands licenciements, comme je vous le disais, elle a un pouvoir donc, de vérification qui est bien encadré dans des délais. En revanche, pour les petits licenciements économiques, elle n'a un rôle que d'information. Donc, l'entreprise, à l'issue du licenciement, va un peu à l'instar du licenciement économique individuel, va informer l'administration des licenciements, de l'identité des salariés visés et l'identité de l'employeur. D'où l'intérêt de se poser la question avant d'entamer les démarches et l'ouverture d'une procédure collective, à savoir est-ce qu'on est en présence, est-ce qu'on va être dans un petit licenciement et finalement, est-ce que ça vaut le coup de licencier parfois 1 à 2 personnes supplémentaires et se retrouver avec un CSE beaucoup plus virulent certaines fois et donc avec des contreparties parfois pécuniaires qui ne sont pas à négliger, alors que dans les plus petits licenciements, dans ce genre de difficultés seront plus ou moins écartées. En tout cas, elles ne seront pas aussi impactantes. Voilà. Et la marge de manœuvre s'en trouvera d'autant plus réduite de la part du CSE.
Alors, si on reprend maintenant, est-ce que tout ceci est clair pour les seuils des salariés, l'impact du CSE et le rôle de l'administration? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense. Oui, il y a une question en particulier de Céline qui demande ce qui se passe en cas d'absence de représentants du personnel pour cause de carence aux dernières élections. Oui, alors ça c'est une bonne question. Donc en principe, vous devez envoyer tous les documents qui auraient dû être envoyés au CSE devront être adressés à l'administration. Alors, selon l'ampleur du licenciement, attention, hein, la notification à l'administration ne s'effectue pas selon les mêmes étapes. Dans un petit licenciement, il intervient après le licenciement des salariés. Et dans le grand licenciement, la notification de l'administration intervient avant l'envoi des lettres de licenciement, puisque il y a une vérification de la part de l'administration. Alors, les documents qui sont censés être adressés au CSE, c'est-à-dire la note d'information détaillant le projet de licenciement, devra être envoyé à l'administration et également accompagné du PV de carence. Et la procédure est celle du licenciement individuel. Voilà, elle est calquée sur le licenciement individuel, c'est-à-dire… excusez-moi. Le licenciement Voilà, précédent. c'est-à-dire celui-ci, Voilà, celui-ci. Le procédure spécifique de licenciement individuel. On n'est plus sur le collectif. Enfin, si, juridiquement, on est sur du collectif, mais c'est la procédure individuelle qui s'applique puisqu'il y a une absence donc de représentant du personnel. Attention à bien fournir le PV de carence. Une autre question? Oui, une autre question. On va revenir sur le licenciement individuel. Oui. Une question de Jean-François qui demande si le salarié peut contester le bienfait du licenciement, donc dans le cadre d'un licenciement individuel, et porter l'affaire devant l'administration. Alors, il convient de distinguer, je fais une parenthèse avant de répondre, j'ai bien compris la question, mais il convient de distinguer le licenciement, le recours collectif et le recours individuel. Pendant la procédure de licenciement économique, seul est possible le recours collectif, c'est-à-dire par l'intermédiaire du CSE. Le recours individuel n'existe pas en réalité, sauf si ce sont des rapports de force, parce que en off, le salarié peut invoquer ou peut essayer peut invoquer certains motifs, quoi. Enfin, rien ne lui empêche. Il peut jouer ses cartes. Mais ceci étant, d'un point de vue purement légal, lorsqu'on déclenche la procédure de licenciement économique, ça répond vraiment à un processus légal. Donc, pendant toute cette période, les revendications sont généralement collectives, émanant du CSE, et c'est lui qui va justement négocier un certain nombre de choses. D'où l'intérêt de recourir au licenciement individuel, parce qu'il ne peut pas y avoir de recours collectif, si ce n'est peut-être que les organisations syndicales représentatives, mais bon, ça ne sera même pas un recours collectif, ça sera plutôt représentant en fait l'intérêt du salarié, donc autrement dit, il n'y en a pas. Alors, il faut distinguer ce recours de l'après-licenciement, dont on en parlera, on verra ça la semaine prochaine, qui, là, concerne le recours individuel du salarié une fois qu'il aura été licencié, à savoir, est-ce qu'il s'agit d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pendant la procédure de licenciement, le licenciement individuel, l'administration n'a aucun pouvoir sur l'entreprise, elle ne peut pas l'enjoindre à un certain nombre de points ou d'obligations ou voire émettre des observations. Voilà.
l'administration a un vrai pouvoir au-delà de 50 salariés où elle autorise ou pas le licenciement au travers du plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, c'est elle l'homologue ou elle l'homologue pas. C'est la raison pour laquelle il y a une dualité entre la juridiction, enfin une dualité de compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire par la suite pour contester les décisions de l'administration. Donc la réponse est non pour le licenciement individuel. Une autre question? Oui, une autre question, toujours sur les licenciements individuels. Donc, c'est Céline qui la pose à l'instant. Peut-on procéder à plusieurs licenciements individuels si ces licenciements sont étalés dans le temps, c'est-à-dire que les licenciements ne sont pas sur la même période de 30 jours? Alors, au-delà de la période de 30 jours, vous avez aussi une seconde période de 3 mois. Mais en principe, cette période de 3 mois, elle est surveillée pour les entreprises de plus de 50 salariés qui ont l'obligation d'élaborer en fait un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, au-delà, en fait, les licenciements, ça ne pose pas tellement de problèmes pour des licenciements collectifs dans une entreprise de moins de 50 salariés, parce que vous soyez, en fait, les seuils ne sont pas très importants pour engendrer des obligations. Soit vous êtes dans le petit licenciement parce que vous avez de 2 à 9 salariés, ou soit vous tombez dans le grand licenciement parce que vous avez par la suite donc plus de 10 salariés qui ont été licenciés. Mais quoi qu'il arrive, vous serez toujours dans le principe du fait de la non-obligation d'élaborer un plan de sauvegarde de l'emploi. Souvent, en fait, cette problématique-là, enfin cette difficulté est surveillée par l'administration pour échapper à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Mais dans les dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas tellement de risques. Voilà. Mais effectivement, au-delà de cette période de 30 jours, il y a toujours une limite entre l'opportunité, être opportuniste, et la fraude. Voilà. Donc, c'est apprécié au cas par cas un petit peu. Une autre question? Pour le moment. D'accord. Alors, je reviens en conclusion sur la procédure de licenciement économique collective. La réunion entre l'employeur et le CSE donc, doit donner lieu une fois que la réunion ou les réunions auront été terminées à un procès-verbal des réunions qui doivent être transmises qui doivent être transmis à la directe. S'ensuit donc une convocation à un entretien préalable avec proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ça aussi, on le verra dans la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'un contrat de sécurisation professionnelle dans les alternatives au licenciement économique? Et puis ensuite, vous avez l'envoi des lettres de licenciement. Et le rôle de l'administration, hein, donc c'est la notification à la directe des licenciements, et comme je vous l'ai dit, cette notification intervient avant ou après l'envoi des lettres de licenciement, selon qu'on se retrouve dans un petit ou dans un grand licenciement économique. Alors, le licenciement pour force majeure. On se pose maintenant la question liée à la pandémie de savoir si le fait d'invoquer la force majeure serait plus astucieux qu'un motif économique. Alors là, attention, parce que bien que certains employeurs pourraient être tentés d'y recourir, hein, arguer de la force majeure sera difficile. Difficile, pourquoi? Parce que la force majeure, d'abord, est définie de la manière suivante. Hein. Il doit s'agir d'un événement imprévisible, inévitable et insurmontable. Ce sont des conditions cumulatives. Il n'est pas certain, face à la pandémie, avec les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, que nous sommes dans ce cadre d'imprévisibilité ou d'événements inévitables. Voilà, et aussi insurmontable.
Alors, la force majeure, il convient d'être prudent parce que c'est la responsabilité de l'employeur. Néanmoins, il est possible que nous assistions à des procès sur ce fondement, surtout sur la rupture des contrats à durée déterminée. On a beaucoup évoqué la force majeure avec la rupture anticipée des contrats à durée déterminée. La chose que je voulais vous dire, c'est, avant de continuer donc sur ce terrain-là, sur le terrain de la force majeure, pourquoi la force majeure est intéressante, enfin serait intéressante pour l'employeur, c'est que hormis le cas d'un sinistre comme un incendie par exemple, la rupture du contrat à durée indéterminée pour force majeure entraîne comme conséquence le versement d'aucune indemnité. Il n'y a pas de réalisation de préavis donc par les salariés et l'employeur n'est pas tenu du tout au respect de la procédure de licenciement parce que le cas de force majeure n'est pas un motif de licenciement économique, c'est un cas bien à part et qui n'a aucun lien avec le licenciement économique. D'où le fait de prendre vraiment avec des pincettes ce motif, enfin ce recours. Alors, sur la question en fait de est-ce qu'aujourd'hui la force majeure pourrait être invoquée face à la pandémie du Covid-19 ? La jurisprudence est déjà prononcée, les tribunaux sont déjà rendus des décisions dans des pandémies similaires. Donc, c'était le cas du virus de la dengue. Donc, je crois que c'était en Martinique il y a quelques années, donc dans les années 2010, quelque chose comme ça. Les tribunaux ont considéré qu'il ne s'agissait pas d'un cas de force majeure justifiant la rupture d'un contrat de travail. Vous avez aussi une autre décision qui a été rendue lors de l'épidémie de grippe H1N1 et qui n'a pas été considérée comme un motif légitime pouvant recourir à la force majeure. Alors, je crois que nous avons une entreprise du bâtiment. Alors, il y a cependant une exception pour les marchés publics. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors du premier confinement, le ministre de l'Économie et des Finances avait indiqué que les difficultés des entreprises les difficultés rencontrées par les entreprises titulaires des marchés publics pouvaient relever de la force majeure. Je ne sais pas si vous vous rappelez en fait de cette annonce par le ministre. Et donc, ça avait suscité l'intérêt de nombreuses entreprises. Alors, la question se pose toujours. Alors, attention, là encore, il convient de porter une attention particulière. Il y a une différence entre l'exécutif en France et la liberté par la suite qui est laissée au juge judiciaire. D'où, attention aussi à ce que vous entendez du ministre du Travail. Lors par exemple du premier confinement, il y a eu des recommandations qui ont été émises par le ministre du Travail, mais il y avait des recommandations qui étaient difficiles d'interprétation. Et nous, avocats, on le voit très bien parce que par la suite, lors d'un contentieux, lorsque la pandémie sera oubliée, n'est-ce pas? Parce que c'était déjà le cas au mois de septembre. À ce moment-là, on assiste à des revendications et à des réclamations et voire des gains de cause qui sont prononcés par la suite, alors qu'on ne s'y attendait pas et qui vont parfois à l'encontre. Vous voyez, alors, pas forcément à l'encontre d'une recommandation, mais une recommandation floue laisse une porte ouverte à l'interprétation et puis à bien d'autres moyens mis en œuvre. Voilà, et donc des revendications. Alors, s'agissant en fait des marchés publics, là, la question peut se poser lors du premier confinement. Enfin, en tout cas, la question reste ouverte. D'autant plus que il y a un arrêt, nous avions fait des recherches à l'époque, et il y a un arrêt qui avait été rendu il y a quelques années, ou une décision d'un tribunal, soit l'un soit l'autre, je ne me souviens plus exactement, qui avait donné raison
donc à l'employeur, et pour avoir licencié pour cas de force majeure dans une affaire où l'établissement avait été contraint de fermer pour des raisons pour fermeture administrative. Et donc, dans ce cas précis, la force majeure avait été retenue. Voilà. En tout cas, c'est un moyen qui n'est pas à écarter, peut-être pour les entreprises relevant des marchés publics. Sinon, vous l'avez bien compris, il y a quand même le licenciement pour motif économique et puis surtout tout l'arsenal qui a été mis en place, le télétravail, l'activité partielle, qui permet, à mon sens, quand même d'éviter d'avoir recours à la force majeure. Voilà. Et je ne pense pas que la force majeure soit par la suite repose sur les critères d'imprévisibilité, d'insurmontabilité, etc. Voilà. Vous avez des questions? Non, pas de questions pour le moment. Voilà, je reprends. Excusez-moi, ça a bugué. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Alors, l'obligation de reclassement. Alors, l'obligation de reclassement, l'employeur doit… Oui, Katia, il y a une question qui vient d'arriver à l'instant. Oui. Est-ce qu'on peut, avant d'échanger sur le reclassement, l'évoquer? C'est peut-on licencier un salarié qui a été en chômage partiel? Alors, ça, c'est une bonne question. La question, c'est une piste de réflexion. Et j'irai même plus loin, ça marche peut-être dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on s'est aussi posé la question de savoir si un employeur qui n'avait pas eu recours à l'activité partielle, donc qui est un dispositif mis en place quand même pour éviter les licenciements, pouvait invoquer un licenciement économique par la suite. Vous voyez, la question reste posée. Ce sont des pistes de réflexion. Nous n'avons pas la réponse, je n'ai pas la réponse en fait à vous apporter aujourd'hui, mais l'activité, alors quel reproche on pourrait faire à l'employeur? On ne pourrait pas lui faire le reproche de ne pas avoir procédé à un licenciement économique à la place de l'activité partielle. Vous voyez, ça n'a pas de sens, puisque l'activité partielle était bien là en fait pour éviter les licenciements économiques. Il faut peut-être plus le voir sous l'angle que quand bien même il y a eu recours à l'activité partielle, l'entreprise par la suite, alors bon, si elle évoque une réorganisation de l'entreprise, donc la sauvegarde de la compétitivité, attention, mais par la suite des difficultés économiques. Alors là aussi, les difficultés économiques, ça va être tout ce processus va être complexe parce que en dehors de la pandémie, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez des données comptables qui sont assez claires, qui sont en comparaison avec les trimestres de l'année précédente. Il est évident que à ce stade de pandémie, c'est une situation exceptionnelle, donc réponse exceptionnelle. Vous voyez, je pense que les données comptables n'aurait pas tellement de sens à être comparé avec l'année précédente. Donc, la réponse, à mon avis, c'est de faire preuve d'imagination et de voir les réelles difficultés économiques que rencontrera l'employeur face après cette pandémie, même pas, mais peut-être pendant la pandémie et puis entre deux états d'urgence, vous voyez, voilà. Parce qu'il y a ça aussi, à la sortie du premier confinement, nous étions toujours dans un état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. Et auparavant mai, et puis ensuite prorogé jusqu'au 10 juillet 2020. Ensuite, nous n'étions plus dans cet état d'urgence. Et puis, nous sommes replongés à nouveau dans cet état d'urgence. Et là, il est prorogé jusqu'en février 2021. Donc, comme l'employeur peut utiliser d'un ensemble de dispositifs et d'un arsenal mis à sa disposition, la question est la suivante. Est-ce que c'est suffisant?
aussi pour éviter des licenciements, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, techniquement, les licenciements économiques ne sont pas interdits. Mais par la suite, si l'employeur n'a pas d'autres moyens, on ne pourra pas lui reprocher par une baisse de commande soudaine. Enfin, voilà, il faudra voir les difficultés économiques de l'entreprise. Une autre question ? Non. Alors, sur donc l'obligation de reclassement, l'employeur, je vais peut-être… alors, attendez, juste un petit instant. Je me permets d'arrêter juste la vidéo un petit instant. Je rebranche. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui. Donc, nous pouvons reprendre. Donc, s'agissant de l'obligation de reclassement, l'employeur est tenu de rechercher pendant tout le processus du licenciement économique, donc c'est-à-dire au moment où le licenciement est engagé, jusqu'à l'entretien préalable de licenciement, à reclasser le salarié. Du moins à essayer de le reclasser. Si l'employeur, l'obligation n'est pas une obligation de résultat, c'est d'avoir mis tous les moyens nécessaires pour reclasser le salarié. Qu'il s'agisse de la procédure de licenciement individuel ou de la procédure de licenciement économique collectif. Et dans les deux cas, l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur. Simplement, comme je le disais, ce n'est pas une obligation de résultat. Si l'employeur ne parvient pas à reclasser le salarié, à ce moment-là, ça sera une absence de reclassement. Il justifiera de l'absence de reclassement. Alors attention, parce que la sanction du non-respect de l'obligation de reclassement entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, ça veut dire un licenciement injustifié. Le périmètre de reclassement, il s'effectue sur tous les postes disponibles. Donc, ce ne sont pas les postes à créer par la suite par l'entreprise. Attention toutefois à la fameuse suppression de poste qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, il s'effectue sur des postes disponibles et en priorité sur un emploi de la même catégorie que celui que le salarié occupe actuellement, au moment de son licenciement, ou sur un emploi équivalent avec une rémunération équivalente. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, un poste de catégorie inférieure ou avec une rémunération inférieure est parfaitement possible, mais bien évidemment, il conviendra d'avoir l'accord du salarié. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle l'obligation de reclassement interne, à ne pas confondre avec celle qu'on a évoquée tout à l'heure, le reclassement externe, qui permet en fait par la suite d'aider le salarié à retrouver un emploi. Alors, quelle est la procédure de reclassement ? Alors, l'employeur adresse de manière personnalisée des offres de reclassement à chaque salarié, ou aujourd'hui, il peut le faire, ce qui n'était pas le cas auparavant, il peut diffuser une liste par tout moyen des postes disponibles à l'ensemble des salariés. Ceci étant, il est fortement recommandé d'adresser, quoi qu'il arrive, même si la loi ne retient plus cette obligation unique aujourd'hui, donc cette offre personnalisée, il convient néanmoins, la prudence recommande d'adresser des offres personnalisées aux salariés, qui est bien évidemment libre d'accepter ou de refuser de donner suite aux propositions. Voilà. Là aussi, il y a des stratégies qui sont mises en place pour ne pas contourner cette obligation de recherche de reclassement, mais contourner l'obligation d'acceptation ou pas du salarié. Alors, si le salarié refuse, l'employeur, à ce moment-là, bien évidemment, pourra le licencier pour motif économique. L'employeur doit remplir loyalement donc, son obligation de… Ah, excusez-moi, ça a sauté. Son obligation de reclassement.
Lorsqu'il produit la copie d'un message, ah voilà, alors ce sont des exemples, mais je voulais, non, ça a été supprimé. Alors, peu importe. Alors, vous avez quelques exemples, je vous ai fourni quelques exemples comme quoi l'employeur avait rempli donc cette obligation de bonne foi. Donc, en pratique, le fait, par exemple, qu'un employeur ait produit la copie d'un message électronique diffusé à 18 associations partenaires proposant le reclassement de la salariée, a satisfait à son obligation donc, de reclassement. L'employeur également qui licencie un salarié alors qu'un poste qui aurait pu être offert à ce dernier dans l'une des sociétés du groupe a été pourvu par un recrutement extérieur durant le processus de licenciement, manque bien évidemment à son devoir de loyauté. Alors, ce manquement à l'obligation de reclassement, il est plus important dans les groupes de sociétés où souvent l'employeur, mais ce n'est pas votre cas, donc l'employeur vraiment cloisonne entre les différentes sociétés. Parce que c'est la société A qui va procéder à des licenciements économiques et pas B, C, D, etc. Or, l'obligation de reclassement, le périmètre de l'obligation de reclassement, c'est toutes les entreprises du groupe maintenant sur le territoire national. Bon, après, il y a bien évidemment des critères de catégorie, enfin, ce qu'on parle de secteur d'activité commun, mais toujours est-il que voilà, on ne s'arrête pas au périmètre de l'entreprise qui licencie. Mais bon, ça ne vous concerne pas puisque Katia m'a confirmé qu'il n'y avait pas aujourd'hui donc des groupes de sociétés. Voilà, alors toujours est-il que, alors en pratique, j'ai quand même un élément à vous donner, la pratique des tribunaux. Si vous voulez, depuis ces dernières années, la procédure de licenciement économique et surtout les obligations qui pèsent, enfin, qui sont à la charge de l'employeur, ont considérablement diminué. Les premières réformes étaient en 2013, et puis les dernières 2016 et 2017 ont vraiment réduit les obligations à la charge de l'employeur. Alors, ce qui a un impact, bien évidemment, en droit du travail, c'est toujours ça. Hein. On ferme une porte, mais on rentre par la fenêtre. S'agissant donc des licenciements économiques, quels qu'ils soient, hein, individuels ou collectifs, cette obligation de reclassement est très importante parce que les autres obligations ont vraiment diminué. Et les juges ne sont plus, enfin c'est même plus les juges maintenant, c'est au regard de la loi en fait. Hein, les licenciements ont été facilités. De sorte que parce que les licenciements économiques ont été facilités et qui sont beaucoup plus faciles aujourd'hui à mettre en œuvre donc par l'employeur, en contrepartie, les juges s'attardent vraiment à la recherche de reclassement, à savoir si l'employeur a véritablement rempli cette obligation et a véritablement recherché un poste de reclassement aux salariés au sein de la société. Voilà, c'est vraiment très, très important. Alors justement, des questions de Céline et de Jean-François qui demandent comment matérialiser l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise et qu'est-ce qui se passe lorsque l'entreprise n'a pas de poste à proposer en interne. Alors, il s'agit donc d'acter l'absence de postes disponibles, tout simplement. Voilà, que la recherche a été infructueuse. Alors, plusieurs possibilités. Alors ça dépend aussi des licenciements. Hein, si on se trouve dans un licenciement individuel ou dans un petit ou dans un grand licenciement. Alors, lorsque l'employeur opte pour, moi, d'ailleurs, c'est ce que je conseille, pour une offre personnalisée, à ce moment-là, on acte que la recherche n'a conduit en fait à aucun reclassement possible. Voyez, donc, soit dans une lettre à part qui sera de toute façon retranscrit, cet élément sera retranscrit dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement retranscrira le motif, notamment le motif économique, la recherche de reclassement et donc l'absence de poste à pourvoir et éventuellement les critères ou pas. Alors ça, c'est un petit peu, le salarié peut les demander à l'employeur et voilà, entre autres choses. Une autre question ? Non, pas pour le moment.
Très bien. Alors, les critères d'ordre du licenciement économique, on l'a abordé déjà tout à l'heure sous l'angle de la suppression de poste, à savoir que la suppression de poste n'était pas une suppression de personne. Donc, on va revoir cet élément avec donc les fameux critères d'ordre de licenciement. Cette partie-là, elle est très importante et c'est la partie mal appréciée des employeurs et du coup également mal comprise. Voilà, d'où mal appréciée. Alors, le principe, ce sont des critères qui sont obligatoirement retenus dans l'ordre des licenciements. Ces critères peuvent résulter d'accords collectifs. Alors, attention à vos conventions collectives. Il convient de bien vérifier la convention collective applicable pour savoir si elle prévoit ou pas des critères, des critères d'ordre spécifiques de licenciement. En l'absence de convention, de critères déterminants sur ce point, l'employeur peut les définir unilatéralement et bien évidemment après consultation du CSE. Alors, généralement, là aussi, ça fait débat avec le CSE, mais toujours est-il que, en pratique, l'employeur revient rarement sur les catégories énoncées lors de ces réunions avec le CSE. En pratique, il n'y a pas tellement de marge de négociation et c'est souvent discrétionnaire, quand bien même c'est discuté, mais l'employeur, généralement, a établi, parce qu'il a établi une stratégie, ou du moins il est censé le faire avant d'entamer la procédure, donc il a une posture à adopter et qu'il l'adoptera lors des négociations et notamment sur ce point. Alors, vous l'avez bien compris, pourquoi? Parce que les critères légaux permettent, in fine, ça c'est très français, c'est toujours le principe, ce que je dis, de la sauvegarde de l'apparence, c'est-à-dire qu'on a une loi qui édicte des règles et qui finalement peuvent être contournées. C'est exactement ce que tente de faire l'employeur au travers des critères. Alors, les critères légaux, ils sont ceux qui sont présentés devant vous. Les charges de famille, l'ancienneté du salarié sont les premiers critères. La situation du salarié peut être prise en compte, par exemple si c'est un salarié qui est proche de la retraite, un salarié handicapé, enfin ce genre de choses. Et les qualités professionnelles. Voilà. Alors vous avez bien compris, dans les qualités professionnelles, c'est un fourre-tout. Et la grande marge de manœuvre donc, qui est laissée à l'employeur sur les qualités professionnelles, bien évidemment, elle doit être objective, mais on peut tout mettre. Vous savez, c'est comme quand on fait parler les chiffres. Voilà, et ben, on peut faire parler les qualités professionnelles. Donc, et les qualités professionnelles font beaucoup parler d'elles parce qu'elles sont souvent source de différends, alors de négociations dans les rapports collectifs avec le CSE, et puis après, bien évidemment, dans la relation individuelle avec le salarié. Alors, cette liste de critères, elle n'est pas limitative. L'employeur peut en rajouter. Ce que je vous le disais, attention, aucun critère discriminatoire ne doit être pris en compte. Hein. C'est toujours le principe de l'objectivité et de la non-discrimination dans la définition des critères. L'employeur peut privilégier un critère plutôt qu'un autre, mais il doit tenir compte de l'ensemble des autres critères. Donc, il ne peut pas se focaliser uniquement, par exemple, sur la qualification professionnelle. Alors, les qualités professionnelles. Alors, je vous en parle parce que les qualités professionnelles conduisent parfois à la suppression d'une personne et pas à la suppression d'un poste. Alors, on va dire, mais alors dans les qualités professionnelles, vous allez avoir plein de paramètres dont, alors je fais appel aussi à vous par rapport aux entretiens d'évaluation que vous effectuez ou pas d'ailleurs, mais généralement à l'année. Et alors, il s'agit quand même, lorsque vous avez des comptes rendus d'évaluation, c'est de garder une crédibilité par rapport aux qualités professionnelles du salarié et à ses entretiens d'évaluation, voire les mails que vous avez écrits ces dernières années. Voilà. Parce que c'est un critère qui est subjectif, mais qui doit demeurer objectif dans l'appréciation qui va être faite par l'employeur.
Alors, pourquoi en fait ça conduit à une suppression parfois de personnes, ce qui n'est pas juridiquement légal, mais qui permet à l'employeur donc de rentrer par la fenêtre, c'est ce fameux critère de permutabilité entre les salariés. Alors, avant de savoir quels sont les salariés qui vont être concernés, l'employeur doit établir les catégories professionnelles concernées. Alors, une catégorie professionnelle concernée, c'est là aussi où ça pose de nombreuses difficultés vis-à-vis de l'employeur, parce que catégorie professionnelle concernée, pour lui, par exemple, le département commercial, le département commercial, c'est une catégorie professionnelle. Le SAV, c'est une autre catégorie, employant des techniciens, etc. Le service administratif est encore une autre catégorie professionnelle. Alors, j'ai envie de vous dire oui, parfois, c'est parfait, ça s'explique dans certains secteurs d'activité, et ça peut être effectivement des catégories professionnelles distinctes, et au sein desquelles vont s'appliquer dans chaque catégorie, donc commerciale, administrative et SAV par exemple, les ordres de licenciement, c'est-à-dire ceux-ci, les critères, ces fameux critères. Mais c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en réalité, la réponse n'est pas toujours évidente. Parce que ces catégories professionnelles peuvent être, on peut dire, mélangées et ne pas être définies en tant que, par exemple, service commercial, service SAV et service administratif. C'est là où il y a l'importance de la permutabilité des salariés qui va intervenir. C'est cette notion de permutabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un salarié qui peut remplir les mêmes fonctions qu'un autre salarié, selon ses diplômes, selon son expérience professionnelle au sein de l'entreprise, selon ses qualifications. À ce moment-là, il y a permutabilité des salariés et donc ils rentrent dans la même catégorie professionnelle. Je m'explique. Je reprends mon exemple initial de suppression de poste d'une secrétaire du service commercial. Alors, ça nous est arrivé où on disait, voilà, Madame Bertrand sera licenciée. Voilà, quand on discute avec l'employeur. Madame Bertrand sera licenciée puisqu'elle appartient à la catégorie professionnelle du service commercial. Oui, d'accord. Mais on lui dit, mais attendez, mais Madame Bertrand, elle était aussi, est-ce qu'elle ne pourrait pas être responsable, secrétaire du service pédagogique ou du service, vous voyez, SAV, par exemple. Alors, on nous dit non, ce n'est pas le même service, oui, mais est-ce qu'elle a eu elle a peut-être les diplômes, il s'agit quand même du même poste. Donc, et est-ce que la forme, oui, mais ce n'est pas la même formation, oui, mais auquel cas, on revient à l'obligation d'adaptation de l'employeur qui est intrinsèquement liée à celui de l'obligation de reclassement, n'est-ce pas, où l'employeur doit assurer l'adaptabilité de ses salariés. Et ça passe aussi par cela. Donc, si la salariée en question est assez qualifiée pour exercer ce poste, c'est elle qui prendra la place de, par exemple, l'autre secrétaire pédagogique. Parce qu'on est sur une suppression de poste et on n'est pas sur une suppression de personne. Donc, la suppression de poste, c'est celui de secrétaire commercial. En réalité, la catégorie professionnelle, elle n'est pas au département commercial. Elle peut être, par exemple, la catégorie professionnelle des secrétaires du service de secrétariat, puisque au sein de ces fonctions-là, les salariés bénéficient en fait des mêmes compétences et des mêmes qualifications. Et s'il manque un petit peu de qualification, la question à se poser, c'est est-ce que l'employeur peut former le salarié pour avoir ce poste-là? Et alors ensuite, une fois qu'on a les catégories professionnelles identifiées, on va faire ce travail-là, c'est-à-dire de comptabiliser avec des points selon l'ancienneté, les charges de famille, etc. Alors peut-être que Madame Bertrand, avec ce calcul-là, sera finalement licenciée parce que, par exemple, elle a 2 ans d'entreprise et 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et que la secrétaire du service pédagogique en avait 15. Donc, in fine, c'est elle qui va être licenciée. Mais peut-être qu'une fois que le comptage aura été terminé, on s'apercevra qu'au niveau des points, Madame Bertrand, en réalité,
eh bien, ne va pas être licencié parce que Madame Durand ou Monsieur Durand, enfin, on va changer un peu pour la parité, Monsieur Durand au service en fait pédagogique aura des qualités professionnelles qui auront été valorisées. Et quand bien même les autres critères auraient été pris en compte, dans le système de points, il va aboutir à un nombre de points en fait supérieur à celui de Madame Bertrand. Et donc, à ce moment-là, c'est lui qui sera conservé. Voilà, ou inversement. Donc, la conclusion, c'est bien la suppression de poste et pas la suppression de personnes. Voilà. Une fois que la catégorie professionnelle a été identifiée et que les critères d'ordre de licenciement par catégorie professionnelle ont été également identifiés et avec un système de points. Donc, vous avez un comptage en fin d'exercice. Alors, la contestation de l'utilisation des critères amène alors, avant un contentieux, amène quand même des différends assez importants entre le salarié et l'employeur. Alors, s'agissant de l'information des salariés, il convient d'avoir à l'esprit que l'employeur doit informer les salariés en matière d'ordre de licenciement. D'ailleurs, ces critères, comme on l'a vu, sont de toute façon soumis à l'approbation du CSE. Enfin, du moins à l'avis consultatif. Et bon, ce n'est pas l'approbation parce que peu importe l'avis, en tout état de cause, l'employeur peut poursuivre la procédure. Alors, le salarié peut demander à l'employeur de lui indiquer par écrit les critères qu'il aura retenus pour fixer l'ordre de licenciement. Et l'employeur, en principe, enfin, il est vivement conseillé quand même qu'il y réponde. La sanction du défaut d'information des salariés sur le critère de l'ordre des licenciements sont en fait des dommages et intérêts spécifiques pour irrégularité de procédure, hein, ce qui n'a rien à voir avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, le licenciement peut être parfaitement valable, mais attention à l'information donc des salariés. On n'est pas sur le même terrain, hein. Ce ne sont pas les mêmes dommages et intérêts. Alors, l'employeur, en revanche, si l'employeur a méconnu le respect des critères d'ordre de licenciement, alors, lorsqu'ils sont contestés par la suite lors d'une action prud'homale, hein, là, on n'est plus dans le cadre de la procédure de licenciement, ben, à ce moment-là, il devra communiquer au juge les données objectives précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix. D'où l'intérêt, attention, hein, à ce critère de qualification professionnelle, de qualité professionnelle. Et la sanction est on y reviendra hein, lors de la deuxième formation, mais c'est une réparation d'un préjudice spécifique. Voilà. Et également, il existe aussi un impact sur la validité hein, du licenciement en termes de crédibilité, bien sûr. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, en résumé, une sensibilisation au licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, pour cette première partie de formation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour les alternatives, dont la rupture conventionnelle, les alternatives et les conséquences du licenciement économique. Katia, des questions Merci Audrey. En tout cas, pour l'instant, pas de questions. Ce sont les dernières minutes de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va clôturer ce webinaire. A priori, pas de questions. Ah, une question qui vient d'arriver de Jean-François. Concernant les critères d'ordre, y a-t-il des coefficients à appliquer selon le critère et lesquels? C'est vraiment au choix en fait de l'employeur.
Donc, ce que je vous disais, vous pouvez appliquer bien sûr des coefficients, à savoir que tous les critères, enfin, rapportez-vous à votre convention collective en priorité pour savoir si des critères sont à privilégier, quels sont les critères à prendre en considération. Vous ne pouvez pas faire l'impasse en fait sur un critère, mais en revanche, l'ensemble des critères doivent être pris en compte. Après, à l'intérieur de ces mêmes critères, attention à ce que, à être un petit peu astucieux, quoi. Voilà. Certains employeurs, je pense que vous l'avez bien compris, usent en fait des qualités professionnelles, donc d'où qui est sujet à de nombreuses discussions. Avant et après, donc c'est-à-dire en contentieux, mais même avant, pendant la procédure de licenciement. À vous à bien en fait à bien les définir et puis à les exposer, à exposer les raisons pour lesquelles vous avez fait ce choix, voyez. Alors parfois on les écarte quand on accompagne les employeurs, on écarte certains coefficients, en disant que bon, c'est absolument pas objectif. Parfois, les employeurs nous soutenant mordicus un certain nombre de points qui paraissent être crédibles finalement, qui s'expliquent par des catégories professionnelles. Et si c'est plus ou moins crédible, ça peut passer. Vous allez de toute façon vous heurter, s'il ne s'agit pas d'un licenciement individuel, à la position du CSE. Voilà. Qui va montrer son mécontentement. Alors, vous relèverez peut-être un coefficient ou ce genre de choses. Dans un coefficient appartenant à une autre catégorie. Enfin, voilà, par exemple. Enfin, tout ceci est calculé au préalable. Une autre question? Visiblement, pas d'autres questions. Donc, je vous propose d'arrêter là ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre participation. Je remercie tout particulièrement Audrey. Et je vous donne rendez-vous donc jeudi prochain, jeudi 26 novembre. Je vous envoie le lien sur le prochain webinaire dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Merci Katia. Au revoir. Merci, au revoir.